Ma sœur a échangé mes médicaments pour le cœur par dérision. Lorsque je me suis effondrée, mes parents m'ont supplié de garder le silence, mais au retour du rapport toxicologique, le visage du médecin est devenu blême. Ce qu'ils ont trouvé dans mon organisme n'était pas juste une plaisanterie, c'était une tentative de meurtre. Je m'appelle Claire, et voici comment ma sœur Manon a failli me tuer, comment mes parents ont tenté de dissimuler l'affaire, et comment le karma a rendu la justice la plus brutale que j'ai jamais vue. Pour comprendre l'étendue de ce qui s'est passé, il faut connaître la dynamique de ma famille. J'ai 24 ans, l'aîné de 2 ans, et je vis depuis ma naissance avec une cardiopathie congénitale appelée cardiomyopathie hypertrophique. Ce n'est pas une condamnation à mort, mais cela nécessite un traitement quotidien et une surveillance attentive. Ma sœur cadette, Manon, a toujours été ce que l'on appelle l'enfant doré, plus jolie, plus extravertie, et réussissant toujours à faire croire à mes parents qu'elle ne pouvait rien faire de mal. Manon travaille comme préparatrice en pharmacie dans une officine de quartier à Bordeaux, un emploi qu'elle a obtenu juste après avoir tout juste réussi son baccalauréat professionnel. Elle a toujours été jalouse de l'attention que ma condition médicale m'apporte, faisant constamment des commentaires sarcastiques sur la façon dont je l'utilise pour attirer la sympathie. Elle levait les yeux au ciel chaque fois que je prenais mon médicament, le metoprolol, 2 fois par jour sans faute. Elle m'appelait Claire la gobpilule dans mon dos, pensant que je ne l'entendais pas. La préparation de ce qui s'est passé a commencé il y a 3 mois, lorsque Manon a commencé à fréquenter Thomas, un garçon qu'elle a rencontré dans un bar. Thomas était une source de problèmes dès le premier jour, couvert de tatouages, sans emploi, et demandant toujours de l'argent à Manon. Mes parents, Marc et Catherine, l'aimaient étonnamment. Ils le trouvaient audacieux et intéressant, contrairement à mon petit ami, Julien, qu'ils considéraient ennuyeux parce qu'il est expert comptable. Manon agissait étrangement depuis des semaines avant l'incident. Elle rôdait autour de moi lorsque je prenais mes médicaments, posant des questions bizarres sur ce qui se passerait si je ratais des doses ou prenais les mauvais comprimés. Je pensais qu'elle était juste curieuse, comme d'habitude. Je n'avais aucune idée qu'elle planifiait quelque chose qui arrêterait littéralement mon cœur. Le jour où c'est arrivé était un mardi de mars. Je me préparais pour mon travail dans une agence de marketing où je suis coordinatrice de projet, lorsque j'ai pris ma dose matinale de metoprolol. Les pilules ressemblaient exactement aux autres, de petits comprimés blancs et ronds. Je n'y ai pas pensé et je suis partie au travail. Environ 2 heures après le début de ma journée de travail, j'ai commencé à me sentir mal. Mon cœur s'est mis à battre la chamade de manière incontrôlable, et je me suis sentie étourdie et nauséeuse. Au début, j'ai cru que c'était le stress d'une grande présentation que j'avais cet après-midi-là, mais en quelques minutes, je transpirais abondamment et je pouvais à peine respirer. Ma collègue, Sophie, a remarqué que quelque chose n'allait pas lorsque je me suis affaissée sur mon bureau. « Claire, tu as l'air terrible. Tu vas bien ?» a-t-elle demandé, se précipitant vers moi. Je n'arrive pas à respirer correctement, ai-je haleté. Quelque chose ne va pas avec mon cœur. La chose suivante dont je me souviens est de m'être réveillée dans une ambulance avec des ambulanciers qui s'affairaient frénétiquement autour de moi. L'un d'eux disait quelque chose à propos de ma fréquence cardiaque dangereusement élevée et de ma tension artérielle qui chutait. J'avais dû perdre connaissance au travail. À l'hôpital, le docteur Dubois, mon cardiologue qui me traitait depuis des années, avait l'air réellement perplexe. « Claire, vos symptômes ne correspondent pas à ce que j'attendrais de votre condition, même lors d'un épisode sévère. Je vais demander un dépistage toxicologique complet en plus de vos tests cardiaques habituels. » Mes parents sont arrivés dans l'heure. Manon traînait derrière eux avec des larmes de crocodile coulant sur son visage. « Oh mon Dieu, Claire !» J'ai eu si peur quand maman a appelé, a-t-elle gémi, me jetant ses bras autour du cou dans ce que tout le monde a probablement vu comme de la sollicitude fraternelle. Mais j'ai senti qu'elle me chuchotait à l'oreille, ne dis rien à propos de tes pilules. C'est là que j'ai compris. Manon avait fait quelque chose à mes médicaments. Le docteur Dubois est revenu avec des résultats préliminaires qui l'ont fait froncer profondément les sourcils. Claire, je dois vous demander quelque chose d'important. Avez-vous pris d'autres médicaments aujourd'hui que votre metoprolol prescrit? Non, ai-je dit faiblement. Juste mes médicaments pour le cœur habituel ce matin. Il a échangé des regards avec mes parents et Manon, puis a demandé à leur parler en privé à l'extérieur.
À travers les minces murs de l'hôpital, j'ai pu entendre des disputes étouffées. La voix de mon père était la plus forte, cela pourrait ruiner son avenir. C'est juste une enfant qui a fait une erreur. Lorsqu'ils sont revenus, mes parents étaient pâles, et Manon semblait paniquer réellement maintenant. Le docteur Dubois s'est assis à côté de mon lit avec une expression grave. Claire, les résultats toxicologiques préliminaires montrent des traces d'Adderall dans votre organisme, spécifiquement une très forte dose de dextroamphétamine. Pour quelqu'un avec votre condition cardiaque, cette combinaison aurait pu être fatale. L'interaction entre l'amphétamine et vos médicaments cardiaques a provoqué ce que nous appelons une tachycardie supraventriculaire. Vous avez de la chance d'être en vie. Manon a éclaté en sanglots, ce n'était qu'une blague. Je ne savais pas que cela lui ferait réellement du mal. Je voulais juste voir si elle remarquerait la différence. Mes parents sont immédiatement passés en mode gestion des dégâts. Ma mère a attrapé le bras de Manon. Manon, arrête de parler tout de suite. Elle s'est tournée vers moi avec des yeux suppliants. Claire, chérie, Manon ne voulait pas faire de mal. Elle est jeune et stupide, mais elle n'est pas malveillante. S'il te plaît, ne donne pas plus d'ampleur à cette affaire qu'elle n'en a. Mon père est intervenu, pense à ce que cela pourrait faire à sa carrière, Claire. Elle pourrait perdre sa licence de pharmacienne avant même d'être pleinement certifiée. La famille serait dévastée si cela se savait. J'étais trop faible et choquée pour répondre correctement, mais les implications faisaient leur chemin. Ma sœur avait délibérément échangé mes médicaments vitaux contre de puissants stimulants qui auraient pu me tuer, et mes parents voulaient que je pardonne et oublie. Le docteur Dubois, cependant, n'a rien voulu savoir. Je suis désolée, mais je suis légalement obligée de signaler cela. Altérer la prescription d'un médicament de quelqu'un, surtout dans un cas qui a entraîné une hospitalisation, est un crime grave. Je dois impliquer les autorités. Mes parents ont passé les 3 jours suivants à me supplier de ne pas porter plainte. Manon pleurait constamment, insistant sur le fait que ce n'était qu'une stupide plaisanterie et qu'elle n'avait jamais eu l'intention de me faire du mal. Elle a affirmé avoir obtenu l'Adderall d'un ami et voulait juste voir si je deviendrais hyperactive comme les gens à la fac. Elle a juré qu'elle n'avait aucune idée que cela pouvait interagir avec mes médicaments pour le cœur. Je voulais la croire. Malgré tout, elle restait ma petite sœur. Peut-être aurais-je pu lui pardonner si elle avait montré de véritables remords et une compréhension de ce qu'elle avait fait. Mais ensuite, le docteur Dubois m'a appelé avec les résultats complets du rapport toxicologique, et son ton était complètement différent. Claire, je dois vous demander de venir immédiatement. Il y a quelque chose de très grave dont nous devons discuter. Quand je suis arrivée à son cabinet le lendemain matin, le docteur Dubois semblait avoir vieilli de 10 ans pendant la nuit. Son calme habituel avait été remplacé par une colère et une inquiétude à peine contenues. Claire, asseyez-vous. Les résultats toxicologiques complets sont arrivés, et ce que nous avons trouvé va bien au-delà d'une plaisanterie. Il a sorti un dossier épais et l'a ouvert devant moi. Les analyses sanguines montrent non seulement de l'Adderall, mais un cocktail de substances qui ont clairement été choisies pour interagir dangereusement avec votre métopriol. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous avons trouvé des traces de pseudoéphédrine, de pilules de caféine et de phényléphrine. Tous des stimulants qui amplifieraient les effets cardiaques dangereux lorsqu'ils sont combinés à vos médicaments. Ce n'étaient pas des pilules jetées au hasard. Quelqu'un a fait des recherches sur ce qui créerait l'interaction la plus dangereuse avec votre condition cardiaque spécifique. Il a sorti des pages imprimées qui ressemblaient à des résultats de recherche sur Internet. La police a examiné l'ordinateur et le téléphone de Manon. Ils ont trouvé des recherches approfondies sur les interactions médicamenteuses avec le métopriol. Spécifiquement, des recherches sur ce qui se passe lorsque les patients cardiaques prennent des stimulants et comment provoquer des crises cardiaques avec des médicaments. Claire, ce n'était pas une plaisanterie. C'était une tentative calculée de vous causer de graves dommages, voire de vous tuer. La pièce a commencé à tourner. Ma propre sœur avait fait des recherches sur la façon de potentiellement me tuer, puis l'avait mis à exécution. Le docteur Dubois a poursuivi, il y a plus. La pharmacie où Manon travaille a des caméras de sécurité. La police a examiné les images et a trouvé des enregistrements d'elle volant les médicaments qu'elle a utilisés.
Elle avait également accédé à ses bases de données d'interaction médicamenteuse à plusieurs reprises pour rechercher les combinaisons spécifiques. Les journaux informatiques montrent qu'elle a passé des heures à rechercher les combinaisons les plus dangereuses possibles. J'avais l'impression que j'allais être malade, mais pourquoi? Pourquoi voudrait-elle me faire du mal? La police a trouvé des messages textes entre Manon et son petit ami Thomas. Je suis désolé, Claire, mais vous devez connaître la vérité. Il a fait glisser un autre document sur le bureau. Il prévoyait de toucher l'assurance vie que vos parents avaient souscrite pour vous lorsque vous avez été diagnostiqué avec votre condition cardiaque. Manon était désignée comme bénéficiaire. Les pièces du puzzle se sont mises en place avec une clarté horrifiante. Manon et Thomas avaient planifié toute cette affaire pour obtenir de l'argent. Ma sœur avait littéralement tenté de me tuer pour une indemnité d'assurance. Quand la police a arrêté Manon à son travail 2 jours plus tard, tout le plan s'est effondré. Thomas a immédiatement retourné sa veste et a fourni des preuves de leur machination, y compris des enregistrements de Manon parlant de la facilité avec laquelle ma mort pourrait ressembler à un accident lié à ma condition cardiaque. Mes parents étaient dévastés, mais leur réaction a tout empiré. Au lieu d'être horrifiés qu'une fille ait essayé de tuer l'autre, ils étaient plus préoccupés par la réputation de la famille et l'avenir de Manon. Claire, elle va en prison, sanglotait ma mère. Ta propre sœur va en prison parce que tu n'as pas pu lui pardonner son erreur. Une erreur? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Maman, elle a essayé de me tuer pour de l'argent d'assurance. Mon père est intervenu avec sa logique habituelle. Même si c'est vrai, elle est toujours de la famille. Les familles se protègent mutuellement. Tu es en vie et c'est ce qui compte. Traîner ça devant les tribunaux nous détruira tous. C'est là que j'ai réalisé que mes parents ne me soutiendraient jamais vraiment. Leur enfant chéri avait tenté de meurtre et ils voulaient toujours que ce soit moi qui fasse des sacrifices. Avant même le début du procès, le cirque médiatique a commencé. Notre petite ville de Saint-Émilion n'avait jamais rien vu de tel. Une préparatrice en pharmacie essayant d'assassiner sa propre sœur pour de l'argent d'assurance. Le journal local, le Saint-Émilion Herald, a publié des articles en première page pendant des semaines. Le titre qui me hante encore lisait « Femme locale empoisonnée par sa sœur dans une machination d'assurance ». Ma vie est devenue un bocal à poissons du jour au lendemain. Des journalistes campaient devant mon appartement. Des collègues chuchotaient quand ils pensaient que je ne pouvais pas entendre, et des inconnus à l'épicerie regardaient et me montraient du doigt. J'ai dû prendre un congé de mon travail parce que le stress affectait ma condition cardiaque, ce qui signifiait que j'étais coincée à la maison à regarder les reportages sur ma propre expérience de mort imminente. Le pire était de voir Manon aux informations lors de sa sortie du commissariat. Elle avait l'audace d'avoir l'air blessée et confuse, comme si elle ne pouvait pas comprendre pourquoi tout le monde faisait tant de bruit à propos de son erreur. Sa photo d'identité judiciaire la montrait en larmes et la légende disait quelque chose comme « Une sœur en larmes affirme que ce n'était qu'une blague qui a mal tourné ». Julien a été incroyable pendant cette période. Il a pratiquement emménagé pour m'aider à prendre soin de moi et me protéger de l'attention médiatique. Il a répondu aux appels téléphoniques des journalistes, a fait les courses pour que je n'aie pas à affronter les regards, et m'a aidé quand j'avais des crises de panique à propos de mes médicaments. Même si les pilules provenaient maintenant directement de la pharmacie dans des plaquettes thermoformées qui ne pouvaient pas être altérées, j'avais toujours de l'anxiété chaque fois que je devais les avaler. Mes parents, quant à eux, ont engagé l'avocat de la défense le plus cher qu'ils aient pu trouver, un type habile nommé Maître Dubois, de la capitale régionale, spécialisé dans les affaires pénales très médiatisées. Ils ont pris une 2e hypothèque sur leur maison pour payer ses honoraires d'avance. Cet avocat a immédiatement lancé une campagne médiatique pour dépeindre Manon comme une jeune femme troublée qui avait fait une terrible erreur, et non une meurtrière calculée. Je me souviens avoir vu ma mère aux informations locales plaider la cause de Manon. Manon est une bonne fille qui a commis une horrible erreur de jugement. Ce n'est pas un monstre. Elle a toujours aimé sa sœur, et ce n'était qu'une blague qui a terriblement mal tourné. Nous demandons à la communauté de faire preuve de compassion envers notre famille en cette période difficile. Voir ma propre mère minimiser mon expérience de mort imminente comme une blague qui a mal tourné alors que je me remettais encore du traumatisme, c'était comme être poignardé à nouveau. Les audiences préliminaires ont été brutales.
J'ai dû témoigner de ce qui s'était passé, revivant chaque instant de ce jour terrifiant où mon cœur a failli s'arrêter. L'avocat de Manon, Maître Dubois, a essayé de me dépeindre comme vindicative et impardonnable, suggérant que j'exagérais la gravité de ce qui s'était passé parce que j'étais jalouse de la relation de Manon avec nos parents. N'est-il pas vrai, mademoiselle Fournier, que vous avez toujours en voulu à votre sœur d'être plus populaire et extravertie que vous, a-t-il demandé lors du contre-interrogatoire. Non, ai-je répondu fermement. Je n'ai jamais en voulu à Manon pour sa personnalité. Je lui en ai voulu d'avoir essayé de me tuer. Maître Dubois a insisté, mais vous admettez qu'il y a eu une rivalité fraternelle entre vous deux. Il y a une différence entre la rivalité fraternelle et la tentative de meurtre, Maître Dubois. La procureure, Madame la procureure adjointe Valérie Laurent, a été fantastique. C'était une femme coriace d'une quarantaine d'années qui avait bâti sa carrière sur des affaires pénales complexes. Lors de nos réunions de préparation, elle m'a expliqué la stratégie. L'équipe de Manon va essayer de faire passer ça pour un dysfonctionnement familial et une rivalité fraternelle. Ils veulent que le jury voie ça comme une querelle familiale qui a dégénéré, pas comme une tentative de meurtre prémédité. Nous devons rester concentrés sur les preuves, la recherche, la planification, le vol de médicaments, et l'intention claire de vous causer de graves dommages. À mesure que nous approfondissions les activités de Manon avant l'incident, des détails plus troublants ont émergé. La police avait obtenu des mandats pour ses comptes de médias sociaux, et ce qu'ils ont trouvé était glaçant. Elle avait posté des messages cryptiques sur Instagram et Facebook pendant des mois avant l'attaque. Des choses comme « Certaines personnes n'apprécient pas ce qu'elles ont avant que ce ne soit parti » et « Le karma a une façon de rétablir l'équilibre ». Plus troublant encore étaient ces messages privés avec Thomas. En plus de discuter de l'argent de l'assurance, ils avaient également parlé de ce qu'ils feraient de leur vie une fois que je serais hors jeu. Thomas avait envoyé à Manon des liens vers des appartements qu'ils pourraient louer ensemble, des destinations de vacances qu'ils pourraient visiter, et même des bagues de fiançailles qu'il voulait lui acheter avec l'indemnité d'assurance. Un échange de messages textes a particulièrement retenu l'attention. « Manon, es-tu sûre que ça marchera ? Et si elle survit ? Thomas, mon amour, fais-moi confiance. Avec son problème cardiaque, même si elle ne meurt pas, elle aura probablement des lésions cérébrales dues au manque d'oxygène. Quoi qu'il en soit, elle ne sera plus un problème. Je veux juste qu'elle disparaisse. J'en ai tellement marre que tout tourne autour de Claire et de son stupide cœur. Quand nous aurons l'argent, ce sera enfin notre tour. » Ces messages ont été lus à haute voix au tribunal, et j'ai vu le visage de Manon s'effondrer lorsqu'elle a réalisé à quel point ses propres mots étaient accablants. Ses parents, mes parents, étaient assis dans la galerie derrière elle, ma mère pleurant silencieusement et mon père fixant le vide avec une expression de pierre. Le procès a duré 8 mois, mais cela a semblé des années. Les preuves étaient accablantes. Les recherches sur Internet, les médicaments volés, les messages textes avec Thomas, et les images de sécurité dressaient tous un tableau clair de tentatives de meurtre prémédité. L'avocat de la défense de Manon a essayé de soutenir que ce n'était qu'une plaisanterie qui avait mal tourné, mais le dossier de l'accusation était inébranlable. Pendant le procès, des détails plus troublants ont émergé. Manon avait lentement remplacé mes médicaments par des placebos pendant des semaines avant le grand événement, testant jusqu'où elle pouvait aller sans que je ne le remarque. L'incident de l'Adral était censé être l'acte final qui me tuerait ou me laisserait des lésions cérébrales dues au manque d'oxygène. L'enquête interne de la pharmacie a révélé que Manon volait des médicaments depuis des mois, non seulement pour cet incident, mais pour diverses combines. Ils ont trouvé des preuves qu'elle vendait des médicaments sur ordonnance à des étudiants, utilisant son accès pour alimenter une petite mais lucrative activité secondaire. La tentative de meurtre n'était que l'aboutissement d'une série de comportements criminels qui s'étaient intensifiés pendant plus d'1 an. Le docteur Dubois a témoigné en tant qu'expert sur les effets spécifiques de la combinaison de médicaments que Manon avait utilisée. Son témoignage a été dévastateur pour la défense. La combinaison de médicaments trouvés dans l'organisme de mademoiselle Fournier n'était pas aléatoire, a-t-il expliqué au jury. Chaque médicament a été spécifiquement choisi pour amplifier les effets des autres sur une personne atteinte de cardiomyopathie hypertrophique. Ce niveau de connaissance pharmacologique a nécessité des recherches et une planification.
Quelqu'un se contentant de prendre des pilules au hasard dans une armoire à pharmacie n'aurait pas pu obtenir cette combinaison précise et dangereuse. Interrogé sur les issues possibles, le docteur Dubois a été direct: si mademoiselle Fournier avait pris ne serait-ce qu'une pilule de plus, ou si elle avait été seule lorsque l'événement cardiaque s'est produit, elle serait morte. La combinaison était conçue pour causer un stress cardiaque maximal tout en maintenant une dénégation plausible. Cela aurait ressemblé à un accident tragique lié à sa condition préexistante. Le témoignage le plus accablant est venu de l'ancienne collègue de Manon à la pharmacie, Angelina Rossi. Angelina a témoigné que Manon lui avait posé de nombreuses questions sur les interactions médicamenteuses et s'était spécifiquement renseignée sur les médicaments qui seraient dangereux pour les patients cardiaques. Manon m'a demandé ce qui se passerait si quelqu'un souffrant d'une maladie cardiaque prenait accidentellement les mauvais médicaments, a témoigné Angelina. Elle a dit qu'elle posait la question pour une amie dont la sœur avait des problèmes cardiaques. Je pensais qu'elle était juste curieuse du travail en pharmacie, alors j'ai expliqué les contre-indications et les interactions médicamenteuses dangereuses. Je n'avais aucune idée qu'elle prévoyait d'utiliser cette information pour faire du mal à quelqu'un. Angelina a également révélé que Manon lui avait demandé de la remplacer spécifiquement les jours où certains médicaments étaient livrés à la pharmacie. Cela a permis à Manon de voler les médicaments dont elle avait besoin sans être détectée par le système d'inventaire automatisé. Le témoignage qui m'a le plus brisé le cœur est venu de notre amie de famille, Madame Dubois, qui connaissait Manon et moi depuis notre enfance. Elle a témoigné des conversations qu'elle avait eues avec Manon au fil des ans sur le fait de se sentir éclipsée par ma condition médicale. Manon m'a dit qu'elle avait l'impression que Claire recevait toute l'attention à cause de ses problèmes cardiaques, a témoigné Madame Dubois en larmes. Elle a dit qu'elle se sentait invisible dans sa propre famille. Je lui ai dit que ce n'était pas vrai, que ses parents aimaient les deux filles également, mais elle semblait convaincue que les besoins médicaux de Claire en faisaient l'enfant préféré. Madame Dubois a poursuivi: je n'aurais jamais imaginé que ces sentiments de jalousie conduiraient à quelque chose comme ça. Manon a toujours été une fille douce, mais elle avait un côté méchant quand elle se sentait lésée. J'aurais dû en parler à leurs parents, mais je pensais que c'était une rivalité fraternelle normale. Le témoignage de Thomas a été particulièrement révélateur sur la dynamique de leur relation et la façon dont le complot de meurtre s'est développé. Il a admis qu'il avait initialement suggéré le plan d'assurance après avoir appris ma condition cardiaque lors d'un dîner de famille. Manon se plaignait que ses parents dépensaient tellement d'argent pour les factures médicales de Claire et que Claire hériterait probablement de tout à cause de sa condition, a témoigné Thomas sous immunité. J'ai mentionné que l'assurance vie rapporte beaucoup en cas de décès accidentel, et Manon a eu ce regard dans les yeux comme si je venais de résoudre tous ses problèmes. Thomas a décrit comment Manon est devenue obsédée par l'idée au cours de plusieurs semaines. Elle a recherché mon programme de médicaments, a appris mes routines quotidiennes, et a même essayé de savoir si j'avais d'autres conditions médicales qui pourraient être exploitées. Elle était méticuleuse, a poursuivi Thomas. Elle a fait des feuilles de calcul sur les interactions médicamenteuses, a chronométré le temps qu'il fallait aux ambulanciers pour se rendre dans différentes zones de la ville, et a même recherché quels hôpitaux avaient les meilleures unités cardiaques. Elle voulait s'assurer que si Claire survivait, il n'y aurait aucune preuve permanente de ce qui s'était passé. Le ministère public a également présenté des preuves de l'historique de recherche Internet de Manon, qui dépeignait une personne qui planifiait cela depuis des mois. Ces recherches comprenaient: combien de temps avant qu'un médicament pour le cœur ne cesse de fonctionner, signe de surdosage accidentel de médicaments, une autopsie peut-elle détecter des médicaments échangés, indemnité d'assurance vie pour décès accidentel versus décès naturel, meilleure façon de cacher les preuves de falsification de médicaments. La défense a essayé de faire valoir que ces recherches n'étaient que Manon étant curieuse de ma condition médicale et essayant de comprendre ce que je traversais. Mais la nature spécifique et systématique des recherches, combinée à la chronologie qui coïncidait avec le vol de médicaments au travail, a clairement montré qu'il s'agissait de recherches pour une activité criminelle. Au cours de son témoignage, Manon a finalement pris la barre pour sa propre défense. C'était contre l'avis de son avocat, mais elle a insisté pour raconter sa version de l'histoire. Ce qu'elle a dit pendant 3 jours de témoignage n'a fait qu'aggraver son cas. Manon a affirmé qu'elle n'avait initialement eu l'intention que de me rendre malade, pas de me tuer.
Elle a dit qu'elle pensait que si j'avais un épisode cardiaque mineur, nos parents verraient enfin à quel point j'étais fragile et cesseraient d'attendre autant de moi en termes de responsabilité familiale et de réalisation. Je voulais juste que Claire comprenne ce que ça faisait de ne pas être parfaite pour une fois, a témoigné Manon. Elle était toujours félicitée pour être forte et bien gérer sa condition. Je pensais que si elle avait une petite frayeur, peut-être que maman et papa la chouchouteraient un peu, et que je pourrais aussi attirer un peu d'attention. Mais sous le contre-interrogatoire de la procureure adjointe, l'histoire de Manon s'est complètement effondrée. Mademoiselle Fournier, si vous aviez seulement l'intention de rendre votre sœur un peu malade, pourquoi avez-vous recherché des combinaisons de médicaments mortels, a demandé la procureure. Je voulais m'assurer que je ne lui donnais pas accidentellement quelque chose qui la blesserait réellement, a répondu Manon faiblement. Mais votre historique de recherche internet montre que vous avez recherché des doses létales de médicaments pour le cœur et comment provoquer une crise cardiaque chez une jeune personne. Comment cela s'accorde-t-il avec votre affirmation selon laquelle vous vouliez seulement la rendre un peu malade? Manon a éclaté en sanglots à la barre. Je ne sais pas. J'étais confuse et en colère, et Thomas n'arrêtait pas de me pousser à voir plus grand. Je ne voulais pas vraiment la tuer. Mademoiselle Fournier, vous avez envoyé un message texte à Thomas disant, et je cite, « Une fois que Claire sera partie, nous aurons tout ce que nous avons toujours voulu. » Comment expliquez-vous cela? La contenance de Manon s'est complètement brisée. Je fantasmais juste. Je ne le pensais pas littéralement. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures. Quand ils sont revenus avec des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation, tentative de meurtre au premier degré, vol et complot, Manon s'est effondrée dans sa chaise. Mes parents se sont précipités pour la réconforter pendant que je restais assise dans la section des victimes, sentant enfin que justice pourrait être rendue. Thomas a témoigné que Manon avait dit qu'elle en avait marre que Claire reçoive toute l'attention et l'argent de maman et papa à cause de son stupide problème cardiaque. Elle se sentait en droit de toucher l'argent de l'assurance et voyait ma condition médicale comme une opportunité plutôt que comme quelque chose méritant de la sympathie. Manon a finalement été reconnue coupable de tentative de meurtre au premier degré et condamnée à 15 ans de prison. Thomas a reçu 7 ans en tant que complice. Le juge a qualifié cela comme l'une des tentatives de fratricide les plus insensibles et préméditées qu'il ait jamais vues. Mais voici où l'histoire prend une tournure intéressante, car le karma avait ses propres plans pour ma famille. La phase de détermination de la peine a été le moment où les choses se sont vraiment envenimées entre mes parents et moi. Lors des déclarations d'impact des victimes, j'ai parlé de la façon dont la tentative de meurtre avait affecté tous les aspects de ma vie, ma santé, ma capacité à faire confiance aux gens, ma carrière et mes relations. J'ai parlé des crises de panique que j'avais maintenant en prenant mes médicaments, de la thérapie dont j'avais besoin pour traiter le traumatisme, et de la façon dont je regardais maintenant chaque boîte de pilules avec suspicion et peur. Mes parents, cependant, ont choisi d'utiliser leur opportunité de parler lors de la détermination de la peine pour plaider la clémence pour Manon. Ma mère s'est levée et s'est adressée directement au juge. Votre honneur, Manon n'est pas le monstre que la procureure a dépeint. C'est une jeune femme troublée qui a commis une terrible erreur. Elle a été influencée par un petit ami manipulateur et faisait face à des problèmes de santé mentale non traités. Elle a déjà tout perdu, son emploi, sa liberté, sa réputation. S'il vous plaît, ne lui enlevez pas tout son avenir pour un moment de mauvais jugement. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Même lors de la détermination de la peine, après des mois de preuves montrant que Manon avait planifié de me tuer, ma propre mère minimisait encore ce qui s'était passé et demandait grâce pour ma quasi-meurtrière. Mon père a suivi avec son propre plaidoyer. Monsieur le juge, notre famille a été déchirée par cette tragédie. Nous avons déjà perdu une fille à la prison. S'il vous plaît, ne rendez pas sa peine si longue que nous la perdions pour toujours. Manon a appris sa leçon, et avec un traitement et une supervision appropriée, elle peut redevenir un membre productif de la société. Lorsque le juge m'a demandé si je voulais répondre aux déclarations de mes parents, je me suis levée et je leur ai parlé directement, pas au tribunal. Maman, papa, je suis aussi votre fille. Je suis celle qui a failli mourir. Je suis celle qui vit maintenant dans la peur chaque jour. Mais tout au long de ce processus, vous avez montré plus de soucis pour l'avenir de Manon que pour ma vie.
Vous ne m'avez jamais demandé comment je guérissais de ce traumatisme. Vous n'avez jamais une seule fois exprimé votre gratitude que j'ai survécu à la tentative de meurtre de votre autre fille. Je me suis tournée pour m'adresser directement à Manon. Manon, je ne te pardonne pas. Je ne te souhaite pas bonne chance. Je n'espère pas que tu trouveras la paix ou la rédemption. Tu as fait des recherches sur la façon de me tuer, tu as planifié mon meurtre pendant des mois, et tu l'as mis à exécution. La seule raison pour laquelle je suis en vie est la chance et de bons soins médicaux. Tu mérites chaque jour de la peine que ce juge te donnera. La juge, Madame la juge Patricia Léger, était clairement émue par les preuves et les déclarations d'impact des victimes. Quand elle a prononcé la peine de Manon, ses mots étaient cinglants. Mademoiselle Fournier, ce tribunal a vu de nombreux cas de rivalité fraternelle, de conflits familiaux, et même de violences domestiques entre membres de la famille. Mais rarement ai-je vu une planification aussi calculée et froide pour assassiner un membre de la famille pour un gain financier. Vos actions n'étaient pas un moment de passion ou de mauvais jugement. Elles étaient le résultat de mois de planification, de recherche et de démarches délibérées pour mettre fin à la vie de votre sœur. La juge Léger a poursuivi, les preuves montrent que vous avez recherché les moyens les plus efficaces de causer la mort de votre sœur tout en faisant en sorte que cela paraisse accidentel. Vous avez volé des médicaments sur votre lieu de travail, violé vos responsabilités professionnelles et manipulé les dynamiques familiales pour vous positionner comme la sœur endeuillée qui bénéficierait de la mort de votre victime. Cela représente un niveau de préméditation et de froideur qui exige l'application la plus rigoureuse de la loi. Manon a finalement été reconnue coupable de tentative de meurtre au premier degré et condamnée à 15 ans de prison. Thomas a reçu 7 ans en tant que complice. La juge a qualifié cela comme l'une des tentatives de fratricide les plus insensibles et préméditées qu'elle ait jamais vues. Les suites de la condamnation ont été le moment où ma relation avec mes parents s'est complètement désintégrée. Ils étaient furieux contre moi pour ne pas avoir fait preuve de miséricorde lors de ma déclaration d'impact de victime et pour ne pas avoir plaidé auprès du juge pour une peine plus légère pour Manon. Tu aurais pu demander la clémence, a dit ma mère froidement alors que nous quittions le tribunal. Tu aurais pu dire au juge que tu lui pardonnais et que tu voulais qu'elle reçoive de l'aide au lieu d'une punition, mais tu as choisi la vengeance à la place. J'ai choisi la justice, ai-je répondu. Il y a une différence. Mon père a secoué la tête. Nous t'avons mieux élevé que ça, Claire. La famille doit pardonner à la famille. Avez-vous élevé Manon pour qu'elle assassine un membre de sa famille, ai-je rétorqué. Parce que c'est ce qu'elle a fait. Elle n'a pas volé 20 €, ni cassé la voiture, ni été prise en train de fumer du cannabis. Elle a essayé de me tuer. Et vous deux avez passé plus de temps à être en colère contre moi d'avoir survécu qu'à être en colère contre elle pour tentative de meurtre. Ce fut la dernière conversation civilisée que j'ai eue avec mes parents pendant des mois. 6 mois après la condamnation de Manon, mes parents faisaient face à de graves difficultés financières. Les frais de justice liés à sa défense avaient vidé leurs économies, et l'entreprise de mon père était en difficulté à cause de la mauvaise publicité du procès. Les nouvelles locales avaient largement couvert l'histoire, et les gens de notre petite ville n'étaient pas pressés de faire affaire avec la famille d'une tentative de meurtrière. Ma mère m'a appelé un soir en pleurant. Claire, ma chérie, nous avons besoin d'aide. La maison va être saisie, et l'entreprise de ton père est en faillite. Nous savons que nous n'avons pas été les meilleurs parents tout au long de cette épreuve, mais tu es la seule qui puisse nous aider maintenant. Je l'ai écouté plaider pour une aide financière, expliquant comment ils avaient tout perdu en essayant de sauver Manon. Elle voulait que je contracte des prêts ou que j'utilise mes économies pour les aider à garder leur maison. Maman, ai-je dit calmement, Manon a essayé de me tuer, et vous m'avez tous les deux demandé de le dissimuler pour la protéger. Vous vous êtes plus souciés de sa réputation que de ma vie. Pourquoi pensez-vous que je vous aiderai maintenant? Parce que nous sommes la famille, a-t-elle pleuré. La famille aide la famille. Vous avez raison, ai-je répondu. La famille devrait aider la famille. Où était cette énergie quand votre fille essayait de me tuer? J'ai raccroché et bloqué leur numéro. 2 mois plus tard, mes parents ont perdu leur maison. L'entreprise de mon père a fait faillite et ils ont dû emménager dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Le stress de tout cela a provoqué une dépression nerveuse chez ma mère et elle a été hospitalisée pendant 3 semaines.
Pendant ce temps, j'ai reçu une lettre de Manon en prison. Elle était enfin prête à s'excuser. Pas les fausses larmes et la manipulation d'avant, mais ce qui semblait être de véritables remords. Claire, disait la lettre. Je sais que je ne peux pas défaire ce que je t'ai fait. J'étais jalouse, stupide et avide. J'ai laissé Thomas me convaincre que tu étais la raison pour laquelle nos parents ne faisaient jamais attention à moi, et j'ai cru que te faire disparaître résoudrait tous mes problèmes. Je vois maintenant à quel point cette pensée était folle et mauvaise. Je n'attends pas le pardon, et je ne le mérite pas. Je veux juste que tu saches que je comprends maintenant à quel point je t'ai blessé et je suis sincèrement désolée. La lettre continuait sur 3 pages, détaillant comment la prison lui avait donné le temps de réfléchir à ses actions et comment elle avait consulté un thérapeute pour comprendre sa jalousie et son ressentiment. Elle ne me demandait rien. Pas de visite, pas d'argent pour la cantine, rien. Ce n'était qu'une excuse. Je lui ai répondu une fois. Je lui ai dit que même si j'appréciais ses excuses, le pardon n'était pas quelque chose que j'étais prête à envisager. J'ai expliqué comment ces actions avaient détruit non seulement notre relation, mais ma relation avec nos parents et ma capacité à faire confiance aux gens en général. Je lui ai fait savoir que j'espérais qu'elle utiliserait son temps en prison pour devenir une meilleure personne, mais que je ne ferais pas partie de ce cheminement. 1 an après la fin du procès, j'ai reçu un appel inattendu d'un avocat. Apparemment, mes parents m'avaient désigné comme bénéficiaire de leurs assurances-vie il y a des années et n'avaient jamais changé cela. Mon père avait été victime d'une crise cardiaque massive. L'ironie ne m'a pas échappé, et ma mère était décédée dans un accident de voiture 2 mois plus tard. J'ai hérité de tout ce qui leur restait, ce qui, il faut l'admettre, n'était pas grand-chose après tous les frais de justice et les problèmes financiers, mais cela incluait les assurances-vie qui totalisaient près de 400 000 €. L'avocat m'a également informé que Manon serait éligible à une libération conditionnelle dans 8 ans avec un bon comportement, mais qu'elle avait signé des documents légaux renonçant à toute créance sur l'héritage ou tout futur actif familial. Elle avait également écrit une lettre formelle à me remettre au décès de nos parents. Dans cette lettre, Manon a écrit « Claire, je sais que la mort de nos parents doit être dévastatrice pour toi, et je suis désolée que tu doives gérer cela seule. Je sais aussi que l'argent que tu hérites est de l'argent que j'ai essayé de te voler par le meurtre. Je veux que tu saches que je renonce à tous mes droits librement et sans ressentiment. J'espère que tu l'utiliseras pour te construire une belle vie, loin de la douleur que notre famille t'a causée. Tu mérites de meilleurs parents et une meilleure sœur que ce que tu as eu. Aujourd'hui, 3 ans après le procès, j'ai complètement reconstruit ma vie. J'ai déménagé à travers le pays jusqu'à Marseille, j'ai utilisé une partie de l'héritage pour acheter une petite maison et j'ai lancé ma propre entreprise de conseil en marketing. Julien et moi sommes fiancés maintenant, et il m'a incroyablement soutenu à travers tout. Je prends toujours mes médicaments pour le cœur tous les jours, mais maintenant j'ai une boîte à médicaments verrouillée dont je suis la seule à avoir la combinaison. J'ai dû travailler sur beaucoup de problèmes de confiance avec un thérapeute, mais je vais mieux. Manon a encore 7 ans à purger sa peine. J'ai entendu dire par des connaissances communes qu'elle est une prisonnière modèle, a obtenu son DAU, diplôme d'accès aux études universitaires, et prépare un diplôme universitaire grâce à un programme de la prison. Une partie de moi espère qu'elle a vraiment changé, mais je n'ai aucune intention de le vérifier personnellement. Parfois, les gens me demandent si je me sens coupable de ne pas avoir aidé mes parents lorsqu'ils étaient en difficulté financière, ou si je regrette de ne pas avoir montré plus de pardon à Manon. La réponse est non dans les 2 cas. Mes parents ont choisi de protéger ma quasi-meurtrière plutôt que leur victime. Ils ont valorisé l'avenir de Manon plus que ma vie et ma sécurité. Lorsque les conséquences de ce choix sont revenues les hanter, je n'ai ressenti aucune obligation de les protéger de ces conséquences. Quant à Manon, la tentative de meurtre n'est pas une erreur ou un moment de faiblesse. C'est un choix délibéré de valoriser ses propres désirs au-dessus de la vie d'une autre personne. Le fait qu'elle soit ma sœur ne change rien à cela et ne m'oblige pas à lui pardonner. J'ai appris que la famille ne se résume pas au lien du sang ou à la génétique partagée. Il s'agit de personnes qui valorisent votre vie et votre bien-être, qui vous protègent lorsque vous êtes vulnérable et qui célèbrent vos succès au lieu de leur en vouloir. Selon cette définition, Julien est plus de la famille pour moi que Manon ou mes parents ne l'ont jamais été. La partie la plus tordue de toute cette expérience est que Manon a obtenu exactement ce qu'elle prétendait vouloir,
toute l'attention et les ressources de mes parents. Ils ont dépensé leurs économies, leur santé et finalement leur vie à gérer les conséquences de ces actions. Elle a juste dû détruire sa propre vie et faillir mettre fin à la mienne pour l'obtenir. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais qu'il n'inclut pas les personnes qui ont essayé de me tuer ni celles qui ont essayé de le dissimuler. Certains ponts sont faits pour être brûlés, et certains liens familiaux sont faits pour être rompus. 3 ans plus tard, je ne suis plus la même personne qu'avant que Manon échange mes pilules. Je suis plus dure, plus prudente et plus lente à faire confiance. Mais je suis aussi plus forte, plus indépendante et absolument certaine de ma propre valeur. Je sais maintenant que je n'ai pas à accepter les mauvais traitements simplement parce qu'ils viennent de ma famille, et je n'ai pas à me consumer pour réchauffer les autres. Manon voulait me voir disparaître afin de prendre ma place au centre de l'attention et des ressources de nos parents. Au lieu de cela, elle a disparu en prison. Nos parents se sont détruits en essayant de la sauver. Et j'ai hérité de la vie à laquelle elle pensait avoir droit. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre, pendant que les personnes qui ont essayé de vous détruire font face aux conséquences naturelles de leur choix. Manon passera les 7 prochaines années à réfléchir à la façon dont sa jalousie et son avidité lui ont tout coûté, pendant que je construis la vie qu'elle a essayé de me voler. Et honnêtement, cela me semble être une juste justice.